On va parler ce soir d'un pays qui ne fait pas forcément la une de l'actualité. Il s'agit du Venezuela, pays d'Amérique du Sud, riche en hydrocarbures et en ressources pétrolières, mais qui va très très mal. La présidentielle arrive à grands pas, ce sera le 28 juillet. Et désormais, on connaît les 12 candidats en lice. 12, mais un seul s'avère être un véritable opposant au chef d'État bolivarien Nicolás Maduro, qui va briguer un troisième mandat. Alors, quelle est la situation à tout juste 4 mois du scrutin? On en parle avec Gaspard Estrada. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes politologue à Sciences Po en France. Alors, je le disais, donc 11 candidats officiels face à Nicolás Maduro, mais 10 sont issus, on peut le dire, d'un mouvement pro-gouvernement. Oui, et d'ailleurs, ça a été une surprise que Manuel Rosales ait pu être candidat, compte tenu de tout le processus qui a précédé justement l'inscription à ce scrutin. On a beaucoup évoqué le nom de María Corina Machado, qui, elle, n'a pas pu être enregistrée en vertu d'une loi, d'une inhabilitation qui a été prononcée par la Cour suprême pour des motifs qui semblent quand même assez fallacieux. Lesquels, on le sait ou... Trahison à la patrie, voilà. Et il y a eu toute une série de motifs qui ont été énoncés par la justice. Elle a par la suite essayé de nommer une autre candidate, Corina Lloris, qui est une universitaire qui a 80 ans, qui était normalement, devait incarner l'opposition unie. Elle a elle aussi on les voit toutes les deux, hein, absolument, c'est bien ça l'image. Hein, oui. Absolument, elle a été elle aussi empêchée. Et donc, à la dernière minute, il y a cette figure de Manuel Rosales, qui est un homme politique vénézuélien qui a été candidat en 2006 contre Chavez, qui a donc perdu cette élection présidentielle. C'est un centriste. C'était, oui, voilà, un social-démocrate très, très, très centriste, qui par la suite avait quitté le Venezuela et s'était exilé au Pérou. Il a par la suite fait de la prison en 2013 au Venezuela et par la suite il a récupéré ses droits politiques. C'est l'actuel gouverneur de l'État de Zulia voilà, il manifeste son souhait d'être l'opposant, mais sa candidature ne fait pas consensus au sein de l'opposition. Sa candidature ne fait pas consensus. Alors le terrain semble donc parfaitement dégagé pour un troisième mandat pour le président Nicolás Maduro. On avait le sentiment qu'après la guerre en Ukraine, il était revenu dans ce qu'on appelle le giron des nations. Est-ce vraiment le cas? Il y avait un blocus des États-Unis. Qu'en est-il? La France discute-t-elle avec lui? Que sait-on des relations de cet homme à l'international? Il est clair qu'à la suite de la guerre en Ukraine et donc de ces changements géopolitiques... Et de la crise énergétique. Les grands pays, que ce soit européens ou les États-Unis, ont décidé de modifier leur approche vis-à-vis du Venezuela en diminuant le niveau des sanctions, en permettant aussi qu'il y ait des investissements de grandes entreprises pétrolières. Je pense notamment au cas de Chevron, d'Eni, notamment. Cela étant dit, il est clair que tout le processus politique qui avait été amorcé l'année dernière et qui avait été conduit avec la bienveillance des États-Unis, mais également des pays européens, dont la France, mais aussi d'autres grands pays latino-américains, je pense notamment au Brésil, je pense à la Colombie, et tout ce processus qui avait abouti à l'accord de Barbade, qui avait été signé par les membres de l'opposition et du gouvernement il y a quelques mois. Il est très clair que l'aboutissement de ce processus préélectoral dimanche dernier, qui a abouti justement à l'invalidation des candidats, des principales figures de l'opposition, remet en question ce processus. Et c'est ce qui provoque aujourd'hui que justement les dirigeants des pays garants de l'accord de Barbade, je pense notamment au Brésil et à la Colombie, pour la première fois se sont prononcés de manière publique pour critiquer les choix du gouvernement Maduro, ce qui a provoqué une réaction virulente de la part des autorités vénézuéliennes. Quelle est la situation économique? Il y a quelques semaines, on parlait d'inflation avec des taux ahurissants, 185-189%. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, la situation est dramatique sur le plan économique. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays, ce qui illustre ce désarroi, cette désespérance. Et on voit mal comment
cette situation va évoluer, puisque pour que le Venezuela retrouve le sentier de la croissance et du dynamisme économique, il faudrait énormément d'investissements dans le secteur pétrolier. Il ne faut pas oublier que le Venezuela vit vraiment à plus de 90%, je dirais plus de 95% de son PIB, de l'exportation du brut. C'est un pays membre des pays de l'OPEP, des pays exportateurs de pétrole. Absolument. Or, l'entreprise publique PDVSA, qui est donc qui fournit les devises pour ce pays, eh bien, est totalement exsangue, et donc sans les investissements de majors étrangères, je pense notamment européennes et américaines, il est plus qu'improbable que le Venezuela retrouve la croissance économique. Alors, j'aimerais vous parler maintenant de ces liens de Nicolas Maduro avec deux dirigeants sud-américains. D'abord, pour commencer, le président colombien, je vais vous lire ce qu'il a déclaré. Vous disiez que 7 millions de Vénézuéliens avaient quitté le pays. Lui, il dit que ce n'est pas la faute à la politique du président Maduro. Ce qui a provoqué cette migration de millions de Vénézuéliens s'appelle le blocus économique imposé par les États-Unis et le gouvernement colombien de son prédécesseur, l'ex-président de droite radicale Ivan Duque. Où est la vérité ? Non, je pense au milieu, ou est-ce que c'est de la faute de Maduro, ou est-ce que le blocus n'aide pas ? Il est évident que les politiques des États-Unis vis-à-vis du Venezuela ont contribué à aggraver la situation économique de ce pays. Cela étant dit, la réalité de la situation économique du Venezuela, elle est le fruit de mauvais choix économiques du gouvernement vénézuélien, ça me semble... Mais pourquoi ce régime de sanctions, quand on sait qu'on peut prendre l'Iran, on peut prendre Cuba, on sait toujours que ce régime de sanctions, en général, il profite aux régimes en place contre lesquels elles sont censées faire mal. Absolument, c'est tout un peu l'ambivalence des sanctions, d'autant plus que contrairement à d'autres pays, le cas du Venezuela est assez unique dans le sens où c'est vraiment un pays qui vit par et pour l'exportation de brut. Donc à partir du moment où on touche ce secteur-là, il est clair que l'accès aux devises est fortement restreint. Cela étant dit, justement, ces sanctions, elles ont aussi permis de créer une nouvelle catégorie de personnes qui vivent en fait de l'obtention des dollars, ce qu'on appelle la bolibourgeoisie. Comme vous avez dit là, la bolibourgeoisie. Boli pour Bolivar. Exactement, et donc lié à Chavez et à Maduro. Et cela n'a pas contribué justement à rendre ce discours populaire auprès des Vénézuéliens. 75% des Vénézuéliens vivent aujourd'hui dans une extrême pauvreté. Autre grand dirigeant du continent, le président Lula, le président brésilien de gauche, comme le président colombien, il a l'air un peu plus gêné, on va dire, aux entournures. Quelle est la relation entre les deux hommes ? Ils ne se sont pas encore vus depuis le retour au pouvoir de Lula. Si, ils se sont retournés parce que Nicolas Maduro a été reçu à Brasilia quelques jours avant le sommet des nations sud-américaines, le 31 mai. Il y a eu à cette occasion une volonté très claire du président Lula de rétablir des relations diplomatiques avec le Venezuela. Il n'y avait pas d'ambassadeur brésilien à Caracas, donc cela a été rétabli. Sous Jair Bolsonaro ? Exactement, et donc il y a eu cette volonté de se rapprocher du Venezuela. Il est clair que à la suite de ce qui s'est passé ce week-end, le gouvernement brésilien a décidé de prendre ses distances parce que pour la première fois, le Brésil a émis une critique au processus électoral et a fait notamment mention à l'accord de Barbade et au fait que cet accord n'a pas été respecté par les autorités vénézuéliennes, ce qui a provoqué une réaction très très dure de la part de Caracas. On parlait de la situation en Haïti, on n'est pas très loin, le règne de la terreur que font régner les gangs. Mais le Venezuela, d'un point de vue sécuritaire, c'est très inquiétant aussi en ce moment. Absolument, il y a d'énormes problèmes en matière de sécurité. Mais qui n'est pas nouveau, mais est-ce que ça s'est aggravé ? Je pense que c'est difficile à quantifier quand on parle vraiment de niveau de délinquance aussi important. Certes, la situation, elle continue d'être très difficile, mais je serais difficilement... Mais c'est quoi, c'est le narcotrafic ?
notamment? Oui, le narcotrafic, mais de manière générale, la situation d'insécurité qui règne dans ce pays. Mais qui est liée aussi à la pauvreté, on imagine. Un conflit qui s'invite dans ce paysage, si l'on peut dire, géopolitique sud-américain. Le Venezuela a adopté, il y a quelques jours, une loi affirmant sa souveraineté sur l'Essequibo, actuel territoire appartenant au Guyana. C'est un conflit entre les deux pays. Où en est-on aujourd'hui? Y a-t-il un risque de conflit armé? On a découvert les plus grandes réserves quasiment au monde, il me semble, dans ce territoire sud-américain. Absolument, c'est un conflit latent. Nicolás Maduro, à des fins de politique intérieure, a utilisé cette vieille revendication territoriale du Venezuela sur le Guyana, mais qui a redécouvert une actualité du fait de ces découvertes donc de pétrole. Il est clair que Nicolás Maduro veut faire de cette question une question centrale de la campagne électorale pour mobiliser son électorat, pour obliger l'opposition à soutenir une position du président Maduro. Néanmoins, il faut bien avoir à l'esprit que toute initiative militaire vénézuélienne serait très durement contestée, à commencer par les voisins du Venezuela et du Guyana. Je pense notamment au Brésil. Le Brésil qui a mobilisé un certain nombre de troupes à la frontière avec le Venezuela pour envoyer un signal à Caracas de méfiance et d'hostilité. C'est sur cette question précise que le Brésil est plutôt méfiant par rapport à Nicolás Maduro. Il y a eu d'abord le processus militaire et ensuite, il y a quelques heures, ce volet politique. Alors pardonnez-moi, c'est ExxonMobil qui en 2015 a découvert ces gisements. On parle de 11 milliards de barils potentiellement. La compagnie américaine, quand on connaît la relation entre le Venezuela et les États-Unis, cette compagnie jette-t-elle de l'huile sur le feu? Je ne sais pas si elle jette de l'huile sur le feu. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les États-Unis, le Royaume-Uni ont pris des mesures justement pour affirmer leur soutien au Guyana, que ce soit en envoyant des autorités de très haut niveau au Guyana. Par exemple, l'ancien président Bill Clinton était à la capitale, à Georgetown, il y a quelques jours, de la même manière que le ministre des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, qui était lundi dernier. Le Royaume-Uni, de son côté, a envoyé aussi des bateaux de combat et pour affirmer le soutien à la capitale guyanaise. Il y a aussi un programme de formation des forces armées guyanaises de la part des autorités américaines. Donc, de ce point de vue-là, il est très clair que les intérêts américains seront en quelque sorte garantis par les autorités de Washington. Mais justement, ce qui est critiqué, c'est qu'il y a eu un manque de transparence pour justement avoir obtenu de l'État du Guyana un contrat très avantageux. C'est quoi la réalité? C'est que c'est un État souverain et qui fait ce qu'il veut, ou est-ce qu'il aurait pu peut-être ouvrir un peu plus, on va dire, ce marché juteux à d'autres compagnies en tenant compte de la dimension politique? Disons qu'il me semble que la question du Guyana, c'est un pays qui a découvert des réserves dont elle ignorait totalement. Elle ne soupçonnait pas l'existence. Pas l'existence. Je pense qu'à posteriori, on peut refaire l'histoire. Il est clair que à l'avenir, d'autres giseront, provoqueront davantage de convoitises et davantage de compétition. Ce qui est un élément intéressant, c'est que la Chine s'est positionnée aussi sur le Guyana. Donc on voit que malgré cette volonté d'affirmer cette souveraineté américaine, les autorités, notamment ExxonMobil, est prêt à discuter avec Sinopec, qui est donc une grande major chinoise, et que malgré cette compétition, cet affrontement entre la Chine et les États-Unis, y compris dans des territoires contestés, il peut y avoir une coopération à ce niveau-là. Voilà pour l'éclairage de Gaspard Estrada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue à Sciences Po. Merci pour votre éclairage.